Bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent sur Télé Djibouti, il est 22 heures, votre rendez-vous de l'information sommaire. Atelier sur l'intégration de l'histoire générale de l'Afrique dans l'éducation nationale. Des dizaines de milliers de familles affrontent l'hiver sous des abris précaires en Palestine. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti dans le cadre du projet national LASMILE, mis en œuvre par le Centre d'achat des médicaments et matériels essentiels, la CAM. Le ministre de la Santé a poursuivi sa tournée régionale dans la région d'Arta après la visite réussie à Obok, Dikil et Tajora. À son arrivée à la préfecture d'Artara, le ministre a été accueilli par le préfet Hassan Dabali, le président du conseil régional, M. Bou, en présence d'autorités administratives, sanitaires, des partenaires locaux sur les lieux. Le ministre a présidé la cérémonie officielle de réception d'un important don trimestriel des médicaments essentiels et de matériels médicaux destinés aux structures sanitaires de premier niveau de la région. Cette dotation a pour objectif d'assurer la disponibilité continue des médicaments essentiels dans les centres de postes de santé, prévenir des ruptures de stock, améliorer la qualité des prestations sanitaires, renforcer la gestion et la traçabilité des intrants médicaux, garantir un accès équitable aux soins de proximité pour toutes les populations. Cette démarche régulière s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de renforcer le système de santé et traduit la volonté d'assurer un approvisionnement régulier et équitable dans toute la région. Lors de son intervention, le préfet d'Arta a exprimé sa profonde gratitude au ministre pour cette dotation trimestrielle. Il a souligné que cette initiative mobilise d'importants moyens humanitaires et logistiques pour acheminer les intrants jusqu'aux zones les plus reculées, contribuant ainsi à améliorer durablement la prise en charge sanitaire de la population d'Arta. Cette mission de terrain illustre l'engagement constant du ministère de la Santé à rapprocher des services publics et des communautés, ainsi à consolider l'offre des soins primaires sur l'ensemble du territoire national. Le projet LASMILE confirme ainsi le rôle stratégique de modernisation du système d'approvisionnement pharmaceutique et le garantie d'accès aux soins à toute la population djiboutienne où qu'ils vivent. Après sa visite au chef-lieu, le ministre de la Santé, M. Ahmed Roble Abdili, et sa délégation se sont rendus dans la localité de Leïta, où il a présidé également la réception d'un apportant lot et matériel médicaux destinés aux postes de santé local. À son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par le préfet de la région, les élus locaux, les chefs médecins de CMHU de l'État. Ainsi, cette visite des installations des postes de santé s'est également déroulée durant cette journée de don. Ainsi, le chef coutumier et la population a exprimé leur gratitude envers le ministre de la Santé pour cette dotation trimestrielle sur place dans le convoi administré par le ministre lui-même. À l'issue de cette mission, un iftar collectif a été observé au chef-lieu d'Arta en l'honneur du personnel sanitaire de la région. Le ministre a salué leur dévouement et assuré un soutien constant de son département de santé. La mise en œuvre de ce projet LASMILE dans la région d'Arta constitue une avancée majeure pour le renforcement des soins sanitaires. Écoutons le chef médecin de la région de l'État. Nous sommes à Leïta, dans la sous-préfecture de Karta, dans la région de Arta, pour la livraison des médicaments et en équipements essentiels et médicaux de la CAM, sous l'impulsion du ministère de la Santé, avec la présence de son Excellence, le ministre de la Santé, son Excellence le Dr Ahmed Roble Abdili. Ces médicaments c'est la troisième fois que nous recevons cette livraison de médicaments de la CAM, qui est destiné à tous les postes de santé dans toutes les régions et dans tous les postes de santé dans toutes les régions à Djibouti, qui se fait de façon trimestrielle. Et nous sommes emplis de joie et nous sommes heureux de pouvoir compter sur le ministère de la Santé et de la CAM pour pouvoir fournir, même dans les régions les plus éloignées, les médicaments, pour pouvoir fournir en médicaments et en produits et équipements essentiels.
C'était dans les titres un atelier national sur l'intégration de l'histoire de l'Afrique dans les programmes scolaires. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec l'UNESCO, a organisé aujourd'hui un atelier national consacré à l'intégration de l'histoire générale de l'Afrique dans le programme de l'enseignement. Placé sous le patronage du ministre de l'Éducation nationale, Mostafa Mohamed Mahamoud, cette rencontre qui a réuni des hauts responsables du secteur éducatif, dont Mme Idil Adi Moussa, coordinatrice nationale du programme de l'UNESCO, chef d'antenne de Djibouti, M. Mohamed Abdellah Mayoub, secrétaire général du MEMFOB, Mme Nama Hassan, directrice générale du CFN, ainsi que les inspecteurs généraux des cadre du ministère. Cet atelier qui vise à valoriser le patrimoine historique africain, à renforcer l'enseignement au niveau scolaire, en favorisant ainsi l'appropriation des contenus par les enseignants et inspecteurs, en intégrant ainsi aux ressources pédagogiques de l'UNESCO dans le système éducatif national. Les travaux qui ont débuté par une présentation du HGA, œuvre scientifique majeure lancée en 1964 par l'UNESCO, suivie d'une synthèse de résultats d'une enquête préparatoire permettant d'identifier les besoins des professionnels de l'éducation. Dans son intervention, la représentante de l'UNESCO a rappelé que le HGA constitue un acte de justice et de souveraineté intellectuelle, soulignant son rôle central dans l'histoire médicale. La cérémonie mondiale, la cérémonie qui a été marquée par la remise officielle des volumes de HGA en inspection, géographie et histoire, témoignant de l'engagement concret pour sa diffusion. Les travaux qui se poursuivront en groupe thématique afin de formuler des recommandations pour une intégration durable. Il porte sur des nouvelles thématiques, le genre, la jeunesse, l'explosion urbaine, et surtout à intégrer une partie de l'histoire de l'Afrique, par exemple l'accès au pouvoir de Nelson Mandela en Afrique du Sud, l'effondrement de l'apartheid, l'indépendance finale des anciennes colonies portugaises qui ont lutté pendant plusieurs décennies pour pouvoir devenir des États indépendants. Donc ce pan de l'histoire n'existait pas pour une simple raison, c'était l'histoire en cours, et cette fois-ci elle est intégrée dans un volume, mais dans la perspective de l'Afrique globale. Le projet de l'histoire générale de l'Afrique vise à éviter la crispation sur des histoires nationales, vise à écrire l'histoire de l'Afrique et des Africains partout dans le monde, afin de nous constituer un état d'esprit qui nous permet de faire avancer la jeunesse dans un futur qui soit fier d'être africain, assimiler son histoire, et au-delà des frontières coloniales que nous ne pourrons pas effacer du jour au lendemain, on se veut constructeur d'une future Afrique solidaire, sûre d'elle-même et Je vous propose à présent d'écouter les propos de Mme Idil Ali Moussa, coordinatrice nationale du programme de l'UNESCO et chef d'antenne à Djibouti, qui a partagé sa vision sur l'importance d'enseigner l'histoire de l'Afrique dans l'enseignement djiboutien. Monsieur le ministre, votre présence aujourd'hui donne à cet atelier une portée politique et stratégique claire en engageant une intégration systémique de l'histoire générale de l'Afrique dans le curriculum national. Vous affirmez aujourd'hui une vision, celle d'une éducation ancrée dans la souveraineté cognitive, dans la cohérence curriculaire et dans la continuité historique. Le rapport d'évaluation qui nous a été présenté aujourd'hui, conduit ces derniers mois par vos équipes, est remarquable par sa rigueur. Il analyse les manuels, interroge les pratiques, identifie les avancées, mais aussi les ruptures curriculaires qui doivent être dépassées. Il montre que le système éducatif djiboutien est prêt intellectuellement pour cette transformation. Cette gouvernance pédagogique est exemplaire. Vous ne vous contentez pas d'adhérer à une initiative internationale, vous la territorialisez, vous l'institutionnalisez et vous l'inscrivez dans une feuille de route nationale.
Intégrer l'histoire générale de l'Afrique, c'est passer de la vision à l'action, c'est outiller les enseignants avec des modules curriculaires adaptables et contextualisés, c'est former des éducateurs capables d'installer une perspective endogène dans toutes les disciplines, c'est bâtir à long terme une architecture éducative cohérente et durable. Djibouti a aujourd'hui l'opportunité, je dirais même la responsabilité de s'imposer comme un champion régional dans cette dynamique. Les enseignements que vous tirerez de ces travaux pourront inspirer d'autres pays de la région et au-delà, y compris dans les contextes de diaspora. Moustapha Mohamed, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, partagera également lors de son intervention sa vision stratégique sur l'intégration de l'histoire générale de l'Afrique dans les programmes scolaires et son rôle pour renforcer l'identité et l'esprit critique des élèves djiboutiens. Je tiens tout d'abord à saluer le travail remarquable accompli sous l'égide de l'UNESCO qui a permis de produire une œuvre scientifique d'une ampleur exceptionnelle. Donc cette collection est le fruit de collaborations de recherche scientifique africain et internationale, constitue donc l'un des projets intellectuels les plus ambitieux jamais réalisés pour restituer à l'Afrique sa profondeur historique, sa diversité culturelle et sa contribution essentielle à l'histoire universelle. Pendant trop longtemps, l'histoire de l'Afrique a été racontée de l'extérieur, parfois fragmentée, souvent réduite à des épisodes douloureux ou à des stéréotypes. L'initiative de l'UNESCO a permis donc de proposer une autre manière de voir l'Afrique, une lecture donc rigoureuse, documentée et plurielle qui met en lumière les civilisations anciennes, les systèmes politiques élaborés, les réseaux commerciaux dynamiques, les innovations scientifiques et culturelles, ainsi que les résistances et les luttes pour la dignité. Donc intégrer l'histoire générale de l'Afrique dans nos programmes scolaires, ce n'est pas un simple rajout des chapitres dans un manuel, mais c'est un acte pédagogique et un acte politique majeur. C'est renforcer l'estime de soi-même, c'est consolider leur identité dans une perspective ouverte et universelle, c'est également développer leur esprit critique à travers une histoire fondée à la recherche scientifique, sur la recherche scientifique, également promouvoir les valeurs de solidarité, de résilience et d'unité africaine. Notre ambition, elle est claire, c'est former donc une génération d'élèves enracinés dans leur histoire, conscients de l'apport de l'Afrique à la civilisation mondiale et capables de dialoguer avec le monde en toute confiance. Il est donc clair que l'école n'est pas un simple lieu de transmission des connaissances, elle est un espace de construction de la mémoire collective et des projections, bien sûr, vers l'avenir. Donc, en intégrant l'histoire générale de l'Afrique dans nos programmes, nous faisons le choix d'une école qui réconcilie savoir, identité et ouverture. Donc, Inch'Allah, je formule le vœu que nos travaux aboutissent, bien sûr, à des recommandations concrètes, réalistes et opérationnelles, afin que cette intégration ne demeure pas juste une intention, mais devienne vraiment une réalité effective dans nos classes et donc auprès de nos élèves. Restons dans le même registre. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé au Centre de formation de l'Éducation nationale, le CFN, la cérémonie de clôture du projet de renforcement des capacités des enseignants de la préscolaire. Cérémonie qui a été présidée par le secrétaire général du MEFAB, Mohamed Abdellah Mahyoub, en présence des représentants de l'UNICEF, de la directrice du CFN, de l'inspecteur général de la pédagogie, de l'inspectrice du préscolaire, ainsi que des encadreurs et enseignants bénéficiaires du projet. Cette initiative qui vise à améliorer durablement la qualité de l'éducation et de l'enseignement préscolaire à travers l'adoption des pratiques pédagogiques innovantes centrées sur la pédagogie ludique. Cette approche éducative mise en œuvre au cœur de l'apprentissage dès la petite enfance stimule la curiosité, la créativité, le développement global de l'enfant tout en favorisant un apprentissage adapté. Dans son allocution, le secrétaire général du MEFAB a salué l'engagement
de l'enseignant formé qui a rappelé l'importance stratégique de l'éducation préscolaire pour établir la base éducative. Il a également souligné que l'investissement dans la formation continue des enseignants constitue un pilier essentiel de la réforme éducative. La représentante de l'UNICEF a réaffirmé également l'engagement de son organisation à accompagner le ministère de l'Éducation nationale dans la promotion des éducations inclusives de qualité permettant de mettre l'accent sur le développement et de la petite enfance et renforcer ainsi les compétences pédagogiques. Cette cérémonie qui a été marquée par la remise officielle de certificats aux enseignants formés, symbolisant l'achèvement de leur parcours, la reconnaissance de leur engagement en faveur d'une éducation préscolaire de qualité. Événement qui a également illustré la mobilisation collective des acteurs du secteur éducatif autour d'une vision commune, offrir aux enfants un environnement d'apprentissage stimulant, sécurisé, propice à la réussite. Encore une fois, le CFN est honoré de recevoir des enfants qui éclairent encore une fois notre journée et même notre semaine. Et donc je tiens aussi à féliciter le travail remarquable qui a été effectué sous la direction de Madame l'inspectrice du préscolaire sur ce projet de renforcement des capacités des enseignants sur la pédagogie ludique. Donc soyez les bienvenus au CFN. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du directeur général de la pédagogie. Je suis heureux aujourd'hui de participer à la formation des enseignants sur le renforcement des capacités sur la pédagogie active. Moi, je voulais remercier, féliciter les enseignants et surtout l'inspectrice de son équipe qui sont engagés dans ce projet. Et je réitère mon soutien pour son engagement et son leadership. Voici à présent les propos du secrétaire général auprès du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, pour ses encouragements et ses félicitations. Il a été démontré que le préscolaire a un impact très positif sur le cursus scolaire de l'enfant et de sa réussite aussi. C'est pourquoi donc le ministère, depuis les colloques de 2016, cherche à généraliser de manière progressive l'enseignement préscolaire. Cet enseignement nécessite et exige beaucoup de conditions, notamment un effectif très réduit, de 25 à 30 élèves, du matériel, des équipements, des salles spécialisées. Donc le ministère mobilise tous les moyens nécessaires pour généraliser cet enseignement de manière progressive. Aujourd'hui, nous sommes à un stade où nous avons multiplié par 10 ou plus l'enseignement préscolaire à Djibouti. Dans notre plan d'action de 2021 à 2025, nous avons pu installer ou construire ou réhabiliter des salles de préscolaire dans presque tous les établissements. Ceci donc, nous amène à un taux qui avoisine les 70% de scolarisation. Et notre objectif d'ici 2030, c'est d'avoir un taux de 100%, une généralisation totale des préscolaires dans les établissements scolaires. Ça nécessite beaucoup de moyens, mais ça nécessite aussi donc beaucoup de formations. Et dans le concours de recrutement, comme vous l'avez constaté, depuis déjà plusieurs années, il y a au moins 50 postes qui sont créés pour les postes de préscolaires. Ceci est pour vous dire que l'importance que revêt l'enseignement ou l'éducation préscolaire à Djibouti. Et je voudrais donc ici encourager toutes les enseignantes et tous les enseignants qui œuvrent tous les matins, tous les jours, pour que cet enseignement qui est dispensé à nos enfants soit un enseignement de qualité. Et à leur tête, donc l'inspection du préscolaire, donc l'inspection générale et les services. Et dans la prochaine intervention, nous verrons un enseignant de la préscolaire et l'inspectrice de l'école de la préscolaire, Mme Nagla Mohamed. Je m'appelle Ahmed Adine, je suis enseignant de la classe préscolaire à l'école des Tours Expo. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer une journée porte ouverte dédiée aux enfants du préscolaire. À travers cette journée, nous souhaitons mettre en valeur les jeux ludiques qui occupent une place très importante dans l'apprentissage,
des jeunes enfants. Donc, l'objectif principal de cette journée porte ouverte est de montrer que pour les enfants du préscolaire, le jeu est un moyen essentiel d'apprentissage. Tout en jouant, les enfants apprennent à réfléchir, à communiquer, à coopérer et à développer leurs capacités tout en s'amusant. Je suis également très heureux de faire partie des enseignants récompensés aujourd'hui. Je remercie également à notre directeur, M. Hassan Farah, pour son soutien constant, ainsi qu'à ma conseillère pédagogique et l'inspectrice. Et sans oublier, je remercie aussi à toute l'équipe, tous les conseillers pédagogiques, les formateurs, la chef de projet. Et merci de votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, donc, c'est Madame Nagla, je suis inspectrice du préscolaire. Et nous avons clôturé aujourd'hui un projet qui a duré plusieurs mois et qui a porté sur le développement des compétences des enseignants du préscolaire autour de la pédagogie ludique. Ce projet, donc soutenu par l'UNICEF, que je remercie en passant, a touché une vingtaine d'enseignants répartis dans 8 écoles de la capitale. Et son objectif principal était la formation des enseignants autour de la pédagogie ludique et qui aboutirait à la production d'un guide d'activités ludiques. Ce guide existe aujourd'hui. C'est le premier guide d'activités ludiques qui existe à Djibouti. Nous sommes fiers, l'équipe du préscolaire est fière de la conception de ce guide. Et nous remercions l'ensemble des concepteurs, autrement dit les enseignants, qui n'ont pas ménagé leur effort pour que ce guide puisse voir le jour. Nous remercions aussi les conseillers pédagogiques et les formateurs qui ont contribué de par leurs activités de relecture et de supervision à la production de ce guide. Dans la page sportive de ces éditions, le stade Koulet a accueilli ce matin le lancement officiel d'une formation de sensibilisation consacrée au rôle d'émission des agents de contrôle du dopage, dit ACD, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'intégration d'éthique dans le sport djiboutien. Organisée par le secrétaire d'État chargé au sport, cette session de formation est dispensée par le directeur des sports, également le représentant de Djibouti auprès de l'organisation régionale antidopage, appuyé par les cadres du secrétaire d'État chargé au sport, Ibrahim Hassan Mohamed, également M. Hussein Ibrahim Darar, eux-mêmes agents de contrôle de le dopage assermentés. Le docteur Idriss Abdelaï Saïd, chirurgien viscéral et médecin référent en matière d'antidopage, de l'antidopage, figure également parmi les formateurs. Son expertise médicale vient renforcer le contenu scientifique et réglementaire de cette session, notamment lors des questions liées aux substances interdites, aux impacts psychologiques du dopage et sur l'enjeu sanitaire pour les sportifs. Cette initiative vise à outiller les techniciens des différentes fédérations sportives, principaux bénéficiaires de cette formation, afin de contrôler le dopage aux sportifs djiboutiens. Je vous propose à présent d'écouter le directeur des sports, M. Abchel Ali. Donc sachez que ces dernières années, nos athlètes sont testés régulièrement en compétition ou bien en hors compétition, ici en République de Djibouti, mais également à l'extérieur lors des compétitions. Récemment, il y a quelques jours de cela, nous avons testé lors du semi-marathon international de Djibouti les 2 premiers garçons djiboutiens, les 2 premiers athlètes étrangers et également les 2 premières dames qui ont gagné les 5 km. Donc sachez que les athlètes que vous représentez, les athlètes dont vous avez la charge, ou bien si, ici nous avons aussi des athlètes, donc sachez qu'il y aura constamment des tests. Ici à Djibouti, à l'extérieur, en hors compétition, en compétition. Et que ce n'est pas des choses qu'on va vous dire, c'est seulement, c'est par surprise. Nous, au niveau du ministère, nous envoyons la liste de tous les athlètes. En qualité de directeur des sports, je déclare ouvert cette formation très importante qui consiste, ou bien intitulée « Rôle et mission des agents de contrôle antidopage ». Nous passons à l'actualité de nos frontières régionales. D'abord, l'une
L'Union africaine adopte la déclaration d'Alger sur les crimes coloniaux en Afrique. Le sommet de l'Union africaine a officiellement adopté la déclaration d'Alger sur les crimes coloniaux en Afrique, marquant une étape politique et mémoriale. Ainsi majeur à son niveau, au niveau continental. Ce texte constitue l'aboutissement des travaux de conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique tenus en Alger le 30 novembre au 1er décembre 2025 et vise à renforcer la reconnaissance des documents et la prise en charge juridique des crimes commis durant la période coloniale sur le continent africain. L'adoption de cette déclaration traduit la volonté des États membres de l'Union africaine de promouvoir un cadre commun pour la mémoire, la justice et la préservation des droits des peuples africains face aux séquelles historiques des colonialistes durant la période coloniale. Crise humanitaire aggravée à Gaza, dont des dizaines de milliers de familles affrontent l'hiver sous des abris précaires. Les Palestiniens à travers la bande de Gaza vivent une situation humanitaire assez difficile, contraignent d'affronter le mois d'hiver dans des abris pas adéquats et avec une protection quasi inexistante. Sur le terrain, de nombreuses tentes ont été inondées à plusieurs reprises en raison de pluies torrentielles entraînant la perte rare des biens des déplacés, aggravant les risques sanitaires. Malgré un accord conclu en octobre dernier, Israël maintient les restrictions sur l'entrée de l'aide humanitaire essentielle dans l'enclave, limitant ainsi les capacités des organisations de secours à fournir des médicaments ou des abris aux Palestiniens. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. Merci à l'équipe de la régie et bonne soirée à toutes et à tous.